Bonjour et bienvenue à ceux qui nous retrouvent. Merci à ceux qui nous font la fidélité d'être restés depuis ce matin 8h30 pour parler du nucléaire au travers de cette convention digitale de la SFEN. C'est important de redire parfois des choses que l'on a l'impression de savoir, mais finalement l'idée est quand même de diffuser, de redire. Et Monsieur Copin, le président de la SFEN Région Centre-Val de Loire, le redisait tout à l'heure. Il faut dire et redire ces choses-là. Et le directeur du CNPE de Chinon, Antoine Ménager, qui était avec nous lors de la première table ronde, s'agaçait presque parfois que on ne dise pas suffisamment les choses. Alors, on va dire des choses tout à fait importantes également dans cette deuxième table ronde, qui est consacrée cette fois au thème de l'emploi, à l'innovation et l'industrie. L'industrie nucléaire en France, c'est 220 000 salariés, 3200 entreprises, dont une grande partie d'ailleurs de TPE et de PME, qui travaillent en sous-traitance de rang 1, de rang 2 parfois, pour les centres de production d'énergie nucléaire. Ce sont des recrutements. On en prévoit pas loin de 22 000 dans les 3 prochaines années. C'est dire que par les temps qui courent, c'est important, une industrie qui recrute, souvent des qualifications élevées, mais aussi des recrutements dans des métiers que l'on dit en tension, qui supposent des formations très particulières dans des instituts très particuliers. Je pense aux soudeurs, aux chaudronniers, aux échafaudeurs. Enfin, il y en a beaucoup dont on parlera tout à l'heure. Nous allons évoquer toutes ces questions d'emploi, de formation, de métiers d'avenir avec les invités de cette table ronde que je vais vous présenter très rapidement. Et puis, en ouverture, je céderai la place à André Copin, le président de la SFEN Val-de-Loire. David Folliot est avec nous. David Folliot, pardonnez-moi. Ouais. Voilà, David Folliot, c'est vous, de l'INSA Centre Val-de-Loire. Vous êtes à Bourges, je crois. Tout à fait, tout à fait. Alors donc je suis enseignant-chercheur. Pardon, oui, vous m'entendez? Oui, Allez-y, allez-y, très bien. d'accord, merci. Donc je suis donc un enseignant-chercheur à l'INSA Centre Val de Loire. Donc l'INSA Centre Val de Loire est né en janvier 2014 de la fusion avec entre le l'ENI de Val de Loire et l'ANSSI de Bourges. Et en 2015, l'École nationale des paysagistes nous a rejoints. Et on est une école publique d'ingénieurs et paysagistes du groupe INSA. Alors, on a à peu près 200 personnels, enseignants-chercheurs, enseignants, personnel administratif, etc. Et on a la co-tutelle, on partage la co-tutelle de 6 laboratoires de la région Centre-Val de Loire. Oui, c'est bon. Alors, on y reviendra dans quelques D'accord. instants, si vous le permettez. Je fais un tour de table et je reviens vers vous juste après. À vos côtés, Vincent Bernard, enfin à vos côtés, par ordinateur interposé. Vincent Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des études à l'INSEE Centre-Val de Loire, Institut de la statistique. Vous avez produit il y a peu une étude fort intéressante dont vous avez fait la restitution en préfecture de région il y a quelques semaines, j'y assistais, et une étude qui précisément indique le poids extraordinaire que pèse l'industrie nucléaire en région centre. Je crois me souvenir que c'est un peu plus de 12 000 emplois en région. Oui, on s'est attaché à distinguer les effectifs salariés employés directement par EDF et surtout leur impact auprès du réseau du tissu de sous-traitants de fournisseurs que vous évoquiez il y a un instant. Et cet effet-là, on a mesuré l'impact dans la population en termes de consommation des ménages et le volume d'emplois considéré. Et en tout, en effet, ça fait un peu plus de 12 000 emplois pour l'ensemble de la région Centre-Val de Loire. On reviendra sans doute sur ces éléments-là tout à l'heure. Bien sûr, vous nous donnerez les éléments essentiels qui nous permettront d'évaluer cette quantité importante d'emplois et leur qualification. Jean-Paul Combé-Morel sera avec nous. On est en train d'établir la liaison. Je vous le disais tout à l'heure, il est délégué régional EDF pour la région Centre-Val de Loire. Et alors, en ouverture,
André Copin, je le disais, vous êtes président de la SFEN Val-de-Loire. Mille excuses d'ailleurs, je vous ai dit Centre Val-de-Loire, erreur, parce que le groupe Val-de-Loire regroupe deux régions administratives que sont le Centre Val-de-Loire, où on produit de l'énergie, et les Pays de Loire, où il se passe autre chose, notamment de la recherche en termes de médecine nucléaire. On l'a vu à la première table ronde. Monsieur Copin. Bonjour à tous et à toutes, présents pour cette deuxième table ronde. Je tiens tout d'abord à commencer à remercier tous les intervenants, mais aussi l'équipe de Jean-Paul Cobé-Morel, et notamment Philippe Maufray, qui m'ont beaucoup aidé pour mettre en œuvre ces deux tables rondes. Alors, SFEN Val-de-Loire, effectivement, c'est un groupe régional. Vous savez que la SFEN, c'est une association de femmes et d'hommes pour faire avancer le nucléaire. La SFEN a pour mission donc de développer les connaissances de toutes celles et ceux qui s'intéressent à l'énergie nucléaire. Donc, notre groupe Val-de-Loire est en quelque sorte un pied dans la région Centre Val-de-Loire et un autre dans la région Pays de la Loire. Ces deux régions, d'ailleurs, sont reliées par ce magnifique fleuve qu'est la Loire, riche d'histoire, riche riche également d'un patrimoine important, d'ailleurs patrimoine reconnu et classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Déjà, on voit déjà que le nucléaire y contribue. Alors, tout d'abord, pour ce qui concerne la région Centre-Val de Loire, les activités de la SFEN sont surtout orientées vers une présence auprès des 4 commissions locales d'information. Concernant effectivement les Pays de la Loire, c'est plus une action ancienne d'ailleurs. La SFEN a beaucoup contribué dans les années 90 à aider l'école des mines de Nantes à monter une section spécifique pour des ingénieurs dédiés au nucléaire, chose qui n'était pas facile. Donc, alors, je vais dire un petit peu plus de mots, des informations concernant les Pays de Loire. En ce sens, l'activité essentielle que nous tenons auprès donc de cette région, c'est essentiellement assurer des relations entre le monde universitaire nantais, où il y a une richesse autour de la chimie nucléaire et de la radiochimie. Et vous voyez, par ce thème-là, on voit bien l'axe vers la médecine nucléaire, et notamment tout le domaine des recherches engagé avec Aronax, qui est un accélérateur de recherche en radiochimie et en oncologie. Et il y a un certain nombre de formations. Il y a l'Institut Mines Télécom possède 3 sections d'ingénieurs. Il y a également 2 chaires de recherche nucléaire autour effectivement du laboratoire de Subatec. Voilà un petit peu nos types d'activités que l'on a pour les Pays de la Loire. Revenons en Val-de-Loire et rappelons effectivement qu'en Val-de-Loire, nous avons surtout la présence de 4 sites nucléaires. Si on remonte si on descend un petit peu la vallée de la Loire, en rive gauche, on retrouve le site de Belleville, avec 2 tranches 1300 et peut-être des futures tranches EPR. Ensuite, on redescend en arrivant au niveau de Gien, on retrouve en rive droite, c'est d'ailleurs ce site en rive droite, de 4 tranches nucléaires 900 sur le site de Dampierre. On redescend un peu plus loin, on retrouve sur la rive gauche Saint-Laurent-des-Eaux 2 tranches 900 et également 2 tranches UNGG en cours de démantèlement. Et ensuite, en continuant, en passant le tour, on arrive bien sûr sur le site, le beau site de Chinon, avec les 4 tranches 900. À droite. Et c'est toujours sur la rive gauche. Hein.
C'est long, je répète. Et bon, Je vous remercie. Merci pour cette présentation. Ce que je vous propose, c'est que si vous le voulez bien, puisque je crois que beaucoup de gens qui étaient à la première table ronde nous font l'amitié ah de bah nous oui, suivre sur cette deuxième table ronde. Je vous propose de rester dans cette table ronde et de pouvoir intervenir à tout moment, puisque je l'avais dit tout à l'heure, vous avez une très grande expérience évidemment du nucléaire par les nombreux postes dans lesquels que vous avez occupés, à la fois en local à Chinon en 68, jusqu'à à Paris, en passant par les États-Unis et ailleurs. Donc vous nous parlerez des emplois et de la technologie et de ce que vous avez vu évoluer. Je voudrais commencer. Alors, je ne sais pas si on a retrouvé Jean-Paul Combé-Morel, si on a pu établir la ligne ou pas. Bon, on me le dira tout à l'heure. Je voudrais commencer par peut-être Vincent Bernard, qui est directeur des études à l'INSEE Val-de-Loire. Je le disais tout à l'heure, Monsieur Bernard, vous avez présenté, vous avez produit et présenté une étude très intéressante justement sur le poids du nucléaire, tant en termes d'emploi que de chiffre d'affaires, que de développement de l'industrie, de TPE et de PME. Est-ce que vous pouvez nous en donner? Alors, je sais que la dernière fois, quand vous avez fait la restitution, c'était 1 heure et demie. Donc, je vais vous demander d'être infiniment plus succinct, mais de nous donner quelques éléments clés, justement, de ce poids du nucléaire en région. Alors, juste une précision de méthode. L'INSEE a travaillé selon une formule, une méthodologie qu'on a déjà rodée dans pas mal d'autres endroits sur d'autres activités. La finalité est d'éviter tout ce qui peut ressembler à des doubles comptes pour identifier ce qu'on pourrait qualifier de filière nucléaire et à quel point elle s'inscrit dans le paysage économique régional. Donc le fruit de nos travaux, c'est d'avoir quantifié les salariés qui travaillent directement pour les 4 centrales et les autres sites liés au nucléaire de l'activité d'EDF. Ça vaut à peu près 6200 emplois dans la région. Ces sites-là, cette activité-là, elle entraîne en France le lien pour à peu près 4300 emplois. Et parmi eux, il y en a 1500 qui sont effectivement exercés dans des établissements du centre Val-de-Loire. Donc au total, c'est plus de 6000 emplois, souvent à caractère industriel, qui sont exercés dans la région au profit des activités nucléaires. La consommation locale des familles liées à ces salariés génère un peu plus de 3300 emplois dans la région pour un total d'à peu près 12 000 emplois. Juste une toute dernière précision. Je vous ai dit qu'on avait travaillé selon une logique de filière. Le côté inédit de cette étude, c'est d'avoir aussi cherché à quantifier le poids des commandes passées par d'autres sites nucléaires en France sur les sous-traitants, sur le tissu industriel de la région. Ça, on l'a quantifié à peu près à hauteur de 800 emplois en Centre-Val de Loire. Quand vous dites des commandes, ça peut être des pièces manufacturées dans la métallurgie ou des choses comme ça qui sont le propre d'entreprises établies ici. C'est ça. On a vraiment travaillé très étroitement avec les services d'EDF. Moi aussi, je tiens à remercier Jean-Paul Cobé-Morel et Philippe Monfray, et puis les directeurs des 4 centrales, justement pour chercher à apprécier ce qu'est l'impact du nucléaire. On a vraiment fait on a eu le parti pris de chercher à prendre en compte toutes, mais absolument toutes les commandes. Et il se trouve que plus de 80% des commandes ont un caractère industriel. Donc c'est effectivement la fourniture de pièces, c'est les activités, vous les évoquiez, de soudure, de toutes les interventions physiques qui ont lieu dans les locaux même, et toutes les activités de matériel. Ce que je peux ajouter, je peux juste ajouter un point. On a regardé également l'impact ou le niveau de dépendance finalement du tissu économique. C'est à peu près 1 millier de sous-traitants, de fournisseurs qui sont présents en Centre-Val de Loire, au service de ces activités-là. Mais évidemment, souvent, ce sont des entreprises qui travaillent pour d'autres filières industrielles. Le nucléaire, c'est à peu près le même poids en Centre-Val de Loire que la filière pharmacie. On est un petit peu en dessous de celle de la cosmétique. Donc, il y a un aspect de partage, on va dire, des commandes au sein de ces sous-traiteurs. Pour autant, c'est un domaine qui est beaucoup plus concentré que si on le compare aux autres filières en question. Là, il y a une quinzaine de très gros fournisseurs qui, à eux seuls, représentent à peu près les 2/3 de l'emploi généré par les commandes, de l'emploi soutenu, on va dire, par l'activité nucléaire. Ça, c'est un petit peu plus spécifique et ça peut sans doute
témoigner des filtres ou des barrières peut-être à l'entrée pour travailler au service de l'activité nucléaire d'EDF en termes de formation, de niveau de qualification. Clairement, c'est les règles de sécurité qui sont liées à ça. Et donc, ça nous permet d'apprécier aussi les marges de manœuvre pour développer cette activité. Alors, vous disiez un élément que vous n'avez pas précisé et que j'avais noté d'ailleurs dans un papier que j'avais écrit à la suite de votre présentation, c'est que sur les 6200 emplois permanents que vous citiez, 95% sont en CDI. Donc c'est important de le préciser aujourd'hui où l'intérim est souvent la marge d'aménagement fait un peu de tampon. On a besoin, on n'a plus besoin, on prend plus. Le nucléaire a des emplois qui sont pérennes. Alors non seulement ils sont pérennes, mais en plus, contrairement à d'autres secteurs de l'activité industrielle dans la région, c'est plutôt des emplois jeunes. C'est évidemment des emplois extrêmement qualifiés, donc plutôt bien rémunérés. Vous avez raison, c'est plus de 90% de CDI. Pour autant, il y a quelques intérimaires qui peuvent y travailler sous le format de l'apprentissage. Enfin, il y a aussi d'autres formes qui permettent d'entrer dans ces structures-là. Quels sont les profils justement de jeunes qui viennent vers l'industrie du nucléaire? Plutôt des ingénieurs, plutôt des techniciens très spécialisés, ou au contraire des gens capables de travailler dans plusieurs industries parce que très polyvalents? Alors là, c'est la déformation du statisticien qui pourrait vous répondre. Il me semble que ce serait peut-être plus pertinent que quelqu'un de EDF témoigne. Oui, clairement, on est sur des techniciens d'exploitation, on est sur des ingénieurs. On est vraiment sur des activités à haute, voire à très haute valeur ajoutée dans ces activités-là. 40% de cadres, 50% de professions intermédiaires, c'est à peu près unique en termes de filière. D'accord. Alors, on me signale en régie, comme on dit à la télévision, que Jean-Paul Combé-Morel, délégué régional EDF pour la région Centre-Val de Loire, nous a rejoint. Bonjour, Monsieur Combé-Morel, merci d'être avec nous. Bonjour Monsieur Delage. Désolé pour le Alors, retard de connexion, c'est les inconvénients du direct. Allons-y. Tout arrive, c'est très bien. Alors, je disais, on a commencé, pardonnez-nous, sans vous, et on parlait de tous les bienfaits en termes d'emploi, notamment qu'apporte la filière nucléaire en région centre, mais comme partout en France, puisque je le disais, c'est plus de 220 000 emplois, donc c'est pas rien. On va parler avec vous notamment de ces métiers, du grand carénage et de ses retombées en termes d'emploi qui augmentent encore les besoins d'EDF, les innovations, bien sûr, les difficultés de recrutement, je crois savoir, et puis un sujet important aussi, c'est cette capacité qu'a le nucléaire comment dire, à travailler avec les autres industries et notamment l'industrie aéronautique ou automobile dans lesquelles vous avez parfois des profils qui sont intéressants et pour une filière et pour l'autre. Vous avez cette notion de besoin et de travail partagé avec les autres. Vous travaillez pas dans votre tour d'ivoire en quelque sorte. Non, bien entendu, le moins possible. Je pense que c'est d'ailleurs des conditions d'acceptation dans la longue durée que sont celles d'exploitation des centrales nucléaires, c'est d'être en harmonie aussi constructive que possible avec le territoire dans lequel nous sommes implantés. C'est d'ailleurs vrai aussi de nos autres grands ouvrages historiquement construits en France, comme les ouvrages hydrauliques en particulier. Mais là, il y a un engagement économique qui est sans commune mesure avec tout ce qu'on a fait dans les années précédentes. Et donc, on a une responsabilité finalement d'acteurs industriels en recherche de coopération avec toutes les entités du territoire, y compris, mais vous l'avez évoqué, j'y reviendrai si vous m'en donnez l'occasion, avec les autres filières industrielles de la région Centre-Val de Loire. Enfin, en deux mots, je pense que ça a peut-être été dit, je ne voudrais pas être redondant avec les propos précédents, et ce qu'a dit M. Vincent Bernard de l'INSEE vaut tout l'or du monde, puisque c'est l'INSEE qui le dit désormais. Donc cette première régionale qui a été réalisée, pour nous, permet de
d'objectiver et de mettre dans le décor régional, de placer dans le décor régional la réalité traduite en chiffres par l'INSEE de notre implantation économique, des retombées économiques, donc les 12 000 emplois directs, indirects et induits qui ont été évoqués sûrement tout à l'heure par M. Bernard, sont évidemment un élément d'ancrage territorial extrêmement puissant. La volonté qui est la nôtre, c'est évidemment d'accroître encore le rayonnement par une maximisation, une augmentation tout simplement des commandes passées aux entreprises PME, TPE du tissu local, tout ça en lien étroit avec nos fournisseurs de rang 1. Donc ça, les directeurs de CNPE, comme Antoine Ménager tout à l'heure a pu s'exprimer, en sont les premiers acteurs évidemment, avec l'ensemble de la filière électronucléaire qui dans notre région est animée par EDF, puisque le nucléaire civil en région, c'est EDF et l'ensemble des près de 100 PME, TPE qui travaillent de nos côtés tous les jours à la réussite des opérations qui sont conduites dans les centrales. Donc ça c'est un point important. C'est jamais gagné, ça impose de s'ouvrir sur l'externe, d'aller au-devant des acteurs économiques qui soutiennent le développement économique de l'ensemble des acteurs industriels, puisque nous parlons d'abord et avant tout d'industrie en l'occurrence. Et donc, nous avons mis en place, avec les 4 directeurs de CNPE, un dispositif qui est assez original, avec le soutien du préfet de région et du président du conseil régional, un dispositif qui s'appelle une instance de concertation et de coordination, qui permet de rassembler autour de la table l'ensemble des parties prenantes ayant intérêt au développement économique de la région, et à sécuriser justement la question de la clé des compétences dont a besoin la filière pour les années qui viennent. La région est industrielle. La région Centre-Val de Loire est vue comme une petite région qui n'est pas forcément toujours très bien identifiée en dehors de la Loire, comme il a eu l'occasion de le rappeler le reste, M. Rossignol de l'EPL tout à l'heure, la Loire et ses châteaux. Mais c'est une région qui est parmi les plus industrialisées de France, avec un taux d'emploi dans le secteur de l'industrie de 16%. La moyenne nationale est à 12, donc vous voyez un peu l'enjeu. Donc nous sommes une des 5 ou 6 grandes filières industrielles du territoire, avec nos 12 000 emplois induits et les 32 000 personnes que cela fait vivre sur le territoire. Donc ça, c'est évidemment un facteur extrêmement important. Et donc, mobiliser les acteurs politiques, administratifs pour l'emploi, les services de l'État directs également, les chambres de commerce et d'industrie, l'agence de développement économique régional, DEVOP, l'ensemble des acteurs de la formation également, on en parlera probablement tout à l'heure. C'était pour nous un enjeu de première importance, et donc nous avons pu, avec le soutien et la compréhension des autorités préfectorales successives, puisque les trois préfets de région précédents ont poussé en ce sens, et le préfet de région a joué le jeu en mettant en place cette instance de concertation et de coopération à l'échelon régional, et qui a ensuite été démultipliée avec des instances de concertation et de coordination autour de chacune des centrales nucléaires ou des bassins, en logique de bassin d'emploi, une pour Dampierre, Belleville, une pour Saint-Laurent et une pour Chinon, qui sont pilotées par des sous-préfets. Donc la puissance d'animation de l'État nous est très utile, et l'enjeu, il est double et assez simple à comprendre. C'est 1, maximiser les commandes passées aux entreprises du territoire pour y développer l'emploi, et 2, c'est sécuriser le sourcing en compétences dans un temps où l'attractivité des métiers de l'industrie est un de nos problèmes majeurs. Il n'est pas propre au nucléaire d'ailleurs, hein, il est propre à tous les secteurs industriels. Avant la crise que nous venons de vivre et que nous vivons toujours, le secteur de l'aéronautique cherchait désespérément 500 postes à pourvoir de techniciens supérieurs dans notre région, non pourvus, faute de les trouver sur le marché de l'emploi, qu'ils soient pourvus par Pôle emploi ou par les centres d'apprentissage ou les lycées. Voilà. Donc tout ça, il faut le faire avec d'autres. Monsieur Combé-Morel, vous parlez du sourcing de l'emploi, la sécurité des emplois à pourvoir pour les décennies à venir. C'est tout à fait essentiel. Est-ce que précisément vous arrivez à assurer ce sourcing mieux qu'on a su assurer, par exemple, les problèmes de présence de médecins sur nos territoires? Je pense à ça parce que on se souvient qu'il y a 30 ou 40 ans, pour des questions d'époque, on a arrêté de former des médecins, ou en tout cas on en a formé moins, sans anticiper le fait que il faut 15 ans pour former un médecin.
aujourd'hui pour former les gens qui travailleront au nucléaire dans cette industrie dans 15 ans, dans 20 ans, dont on sait qu'elle va être pérenne, c'est maintenant qu'il faut les former. Est-ce qu'on connaît déjà aujourd'hui les emplois dont on aura besoin dans 15 ans? Oui, alors c'est une excellente question. Comme toujours, les emplois dont nous avons besoin sont finalement assez standards, mais ce sont ceux des métiers en tension dans l'industrie française. Si j'étais un peu piquant, je dirais, dans ce qui reste de l'industrie française, et il reste de belles filières, mais qui sont toutes confrontées à des difficultés de gréement dans les métiers traditionnels dans leur dénomination, mais dans leur contenu, qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient il y a 50 ans, ou a fortiori il y a un siècle. Et quand je vais vous les lister, vous allez voir, nos besoins se situent dans le métier de la chaudronnerie, du soudage, et soudage souvent hautement qualifié, de la mécanique, de l'électricité. Donc, vous voyez qu'on est sur des corps de métier qui sont assez standards. Simplement, nous, ils doivent travailler dans un environnement nucléaire avec des qualifications complémentaires qui leur permettent d'intervenir en sécurité et avec un niveau d'exigence qui est parmi les plus élevés. Mais c'est ces métiers-là qui sont justement en tension dans l'ensemble des autres secteurs industriels. Alors, à ce jour, nous arrivons à pourvoir à nos besoins, enfin nous et l'ensemble de nos entreprises prestataires et partenaires. Je pense qu'il faut bien retenir ça quand on parle de filière nucléaire. C'est évidemment EDF et l'ensemble des entreprises qui constituent ce tissu industriel exceptionnel. C'est 220 000 emplois en France. Hein, ce sont les 12 000 emplois qu'évoquait l'INSEE à l'instant, avec une centaine d'entreprises à nos côtés. Donc évidemment, pour le moment, ça passe, j'ai envie de dire, mais dans notre région, le programme dit de grand carénage, c'est-à-dire l'ensemble des visites décennales, numéro 3, les visites des 30 ans pour les réacteurs de 1300 MW de Belleville, ceux-là sont faits. Mais les 10 visites décennales, 4 des 40 ans, qui sont des chantiers énormes, 5 fois plus de volume d'activité que les visites décennales des 30 ans. Enfin, c'est quelque chose qu'on n'a pas connu depuis le démarrage initial. Tous ces travaux-là, à partir de Dampierre en 2021, cette année, dans quelques semaines, jusqu'à Chinon 4 en 2030, voilà le programme d'activité dans la région. Et ne serait-ce que pour les 2 à 3 années qui viennent, les entreprises de la région, plus EDF, vont appeler 1500 recrutements dans les 3 ans qui viennent. Donc il faut évidemment s'en occuper. Je ne vous cache pas que, y compris d'ailleurs, les difficultés que traversent actuellement d'autres secteurs de l'industrie nous facilitent potentiellement un peu la chose, mais il ne faut jamais se réjouir du malheur des autres. Et donc on travaille plutôt en solidarité avec eux. Et c'est un moyen de fixer des emplois industriels de haute technicité sur le territoire régional. Mais notre challenge, c'est celui-là. Alors on travaille avec les centres d'apprentissage de la région, avec les lycées, avec Pôle emploi. On a une excellente coopération avec la direction régionale de Pôle emploi pour des reconversions et pour donner envie de travailler dans l'industrie, qui est une industrie qui est qualifiée, qui paye bien et qui a de l'avenir. Voilà les 3 mots. Merci de les avoir qualifiés, qui paye bien et qui a de l'avenir. Je pense que ça doit plaire à tous les jeunes qui ont envie d'entrer dans l'industrie. Je me tourne vers David Folliot. Pardon, vous vouliez rajouter quelque chose, Monsieur Combé-Morel? Oui, je dis j'insiste parce que c'est du vécu. Nous avons organisé il n'y a pas longtemps une réunion d'information auprès du personnel d'une grande entreprise de l'aéronautique qui est en grande difficulté, qui se pose la question de la fermeture définitive de ce site-là dans la région. Et la question que se posent nos interlocuteurs, y compris des techniciens travaillant dans ces sites industriels, c'est: mais dans le nucléaire, vous êtes sûr qu'il a vraiment de l'avenir? Parce que vu ce qu'on entend à la télévision et dans les médias, et le premier acte, quand je dis qu'il y a de l'avenir, je terminais par ça mon propos à l'instant, c'est de les rassurer et de leur indiquer nos perspectives de fonctionnement et de développement dans la région dans les 10, 20, 30 ans qui viennent. Ça, c'est un point extrêmement important. C'est le premier point qu'il faut régler et apporter pour rassurer ces salariés-là. Ensuite, il n'y a pas de problème. On reconvertira. David Folliot, donc, vous êtes enseignant-chercheur, je le disais, à l'INSA, Centre Val-de-Loire. Vous êtes à Bourges. Vous collaborez également, d'ailleurs, à un laboratoire à l'université d'Orléans, qui est le laboratoire Prisme, qui travaille sur la micro-robotique, je crois. Alors c'est amusant parce que vous êtes maître de conférence, responsable en 5e année d'ailleurs de l'option qui s'appelle SFEN. C'est comme ça, ce qui veut dire là sûreté et fonctionnement pour l'énergie nucléaire. Alors,
ça m'amène à une question en écho à ce que disait Monsieur Combé-Morel à l'instant. Le nucléaire a besoin de bras, de gens qualifiés, très qualifiés, y compris dans des métiers manuels, qui parfois sont boudés par des jeunes parce que c'est de l'industrie, et on sait l'image que l'industrie a tant de mal à retourner. Vous qui êtes à l'INSEE, comment est-ce que vous travaillez alors vous-même, puis en tant qu'enseignant-chercheur, à l'INSA, pardon, pas à l'INSEE, hein, à l'INSA. Euh, comment travaillez-vous avec les chefs d'entreprise et notamment les personnes ceux qui travaillent avec le nucléaire? Est-ce qu'ils évoquent leurs besoins des décennies à venir? Est-ce que vous êtes en mesure d'adapter les connaissances, les cours, les programmes? Comment faites-vous? Alors, bon, d'une manière générale, il est toujours un peu délicat de faire évoluer de manière significative les contenus des formations, dans la mesure où comme on est une école d'ingénieurs publics, donc on est garanti par la CTI qui nous autorise à donner le titre d'ingénieur. Donc, mais néanmoins, on reste ouvert pour ouvert à ce que nous communiquent les différentes entreprises, notamment les entreprises partenaires, concernant les aspects qu'ils aimeraient qu'on renforce ou qu'on développe. Donc à ce niveau-là, par exemple, récemment, on a au niveau de l'option Sven, on a rajouté des aspects de démantèlement pour pouvoir qui a été intégré donc au contenu pédagogique pour que nos élèves diplômés puissent être formés à ces thématiques. Et après, dans la mesure où nos élèves ingénieurs qui suivent l'option Sven, donc qui sont des ingénieurs en maîtrise des risques industriels. Donc c'est une formation généraliste adaptée à une approche systémique des risques industriels au sens large. Donc du coup, nos élèves ingénieurs, ils sont capables, nos diplômés, nos ingénieurs diplômés, ils sont capables d'évoluer, de s'adapter aux différents besoins et thématiques qu'ils auront par la suite à découvrir dans leur entreprise. Donc voilà. Je sais pas si... Bien que ce soit une option, j'imagine que c'est extrêmement applicatif, très pratique, ça n'est pas que de la théorie. Ça veut dire que les étudiants de l'INSA vont sur les sites pour travailler cette option? Alors, dans le cadre de l'option, effectivement, il y a parfois des visites qui sont faites dans les CNPE quand c'est possible. Je ne cache pas que cette année c'était un peu délicat. On a aussi des visites au niveau du simulateur des CNPE. Notamment on va souvent à Paris-Saclay au niveau du centre de l'UFPI de notre centre de formation de chez EDF. On va aussi visiter le centre de crise de l'IRSN et dans la mesure où tous les intervenants de l'option, ce sont en très grande majorité que des professionnels. Donc on a des professionnels qui viennent donc de EDF, de l'IRSN, du CEA, qui viennent donc enseigner des formats sur des thématiques assez pointues. Concernant donc la sûreté de fonctionnement, la sûreté des réacteurs, la sûreté des installations, la protection de l'homme et de l'environnement, la gestion de crise, la gestion des déchets, donc sur toutes ces thématiques qui sont un peu spécifiques au contexte de l'utilisation de l'énergie nucléaire. Alors, j'ai pas mal de questions, mais il y a une question qui est déjà arrivée sur le chat que je vais distribuer tout à l'heure, peut-être pour Monsieur Combé-Morel, mais tant que vous êtes avec moi, combien d'élèves aujourd'hui sont dans cette spécialité nucléaire à l'INSA? Donc globalement, donc sur tout l'INSA, on est à peu près à un petit peu plus de 2000 étudiants. Donc sur la dernière année,
en 5e année, donc MRI, maîtrise des risques industriels, globalement, ils sont à peu près 80, on compte à peu près 80 élèves. Et là, cette année, on avait donc 16 élèves qui suivaient la formation, enfin l'option sûreté et fonctionnement pour l'énergie nucléaire. Alors, on va pas se cacher, c'est vrai que ces dernières années, le nombre d'élèves intéressés par cette option avait chuté. Là, cette année, ça c'est reparti à la hausse, notamment avec le contexte un petit peu, effectivement, les élèves sont un petit peu comme les personnes du grand public qui se posent la question, est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans cette formation, enfin vers cette option, si effectivement on parle, comme ça a été évoqué précédemment par Monsieur Combé-Morel, si on parle de démantèlement, si on parle de fermeture de centrales, donc forcément eux aussi se sont posé des questions et on a dû mener des actions durant ces 2 ou 3 dernières années de manière à essayer de promouvoir davantage la filière du nucléaire et donc du coup donc récemment donc on a réussi à remonter la pente. Mais au-delà de ça, il y a des métiers tout à fait passionnants et notamment dû au fait du grand carénage d'une part qui est en cours et puis la déconstruction qu'on va évoquer avec Monsieur Combé-Morel dans un instant. Quand on voit qu'il y a encore des unités de production graphite-gaz qui ne produisent plus mais qui ne sont toujours pas déconstruites, pour un élève ingénieur, c'est une vie industrielle devant lui. C'est un tapis rouge qui est déroulé. C'est le message justement qu'on essaye de faire véhiculer. Donc du coup, il a fallu entre guillemets qu'on essaye de faire passer le message justement que il y a encore de l'avenir sur 20, 30, voire 50 ans encore. Donc un jeune élève ingénieur qui s'oriente aujourd'hui vers ces métiers-là, il a encore beaucoup de perspectives, notamment surtout si on parle également en parallèle de création de nouvelles tranches. Donc c'est essayer de dire justement certaines vérités et ne pas rester que sur des a priori ou des on-dit ou des impressions qui ont été véhiculées malencontreusement précédemment dans pas mal de médias. Monsieur Combé-Morel, justement, la question à laquelle je faisais référence tout à l'heure, on parle des formations qui ont été mises en place dans la région par la filière nucléaire. Pardon, alors ça a sauté. Est-ce que vous avez une idée du nombre, est-ce qu'on sait le nombre d'emplois qui vont être à pourvoir dans les décennies à venir? Est-ce qu'on est capable de savoir ça ou c'est peut-être un peu pointu? Oui, c'est une question clé également, celle-là, parce que bon, dans les décennies, il faut quand même pas exagérer, hein. Je pense que la prévisibilité est quand même relative, mais on a quand même une idée assez précise et nous y sommes obligés parce que les interlocuteurs régionaux dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont prêts à travailler à nos côtés, pour ouvrir de nouvelles sections de formation, BTS, chaudronnerie à tel endroit, au lycée professionnel de Tours, de Chinon, ou enfin il n'y a pas Chinon, mais de Gien par exemple. Bon, ça évidemment, il faut qu'on leur donne des perspectives un peu chiffrées sur la nature des métiers et les volumes concernés. Alors ça c'est quelque chose, dans le cadre de l'instance de concertation dont je vous parlais tout à l'heure, que nous avons produit. Et les chiffres que je vous ai cités tout à l'heure sur les 1500 besoins de recrutement EDF et la centaine d'entreprises prestataires travaillant à nos côtés dans les 3 ans qui viennent, on en a la typologie par grand corps de métier qui est aujourd'hui assez finement établie puisqu'elle repose sur une enquête menée désormais régulièrement auprès des entreprises du secteur dans la région. Donc, mais c'est un point important. Alors, pour autant, je veux être un peu rassurant aussi parce que c'est en soi une bonne nouvelle d'ailleurs d'avoir un tel besoin de recrutement. Mais l'offre de formation de notre territoire régional est globalement satisfaisante. En clair, les diplômes qui sont délivrés, les formations qui sont assurées dans la région, du bac professionnel au diplôme d'ingénieur, sont en place. L'enjeu numéro 1, pour le nucléaire et pour les autres secteurs industriels, j'insiste, c'est de remplir les promotions. C'est de remplir les promotions, c'est de faire en sorte que là où les classes sont à mi-charge, qu'elles soient pleines. Voilà, tout simplement. Je pense que on a bien un enjeu
clé de promotion des métiers de l'industrie, pour les raisons que j'ai rappelées tout à l'heure. Et l'action qu'on a menée est assez exemplaire avec, et on n'est pas au bout, hein, bien entendu, mais avec l'INSA Centre-Val de Loire, qui est une de nos écoles dites cibles, parce qu'elle a maintenu contre vents et marées dans les années difficiles une option énergie nucléaire, donc ce qu'exprimait tout à fait bien Monsieur Folliot à l'instant. On a travaillé avec l'INSA sur d'abord le renforcement des conventions avec les CNPE qui travaillent dans la région, enfin, qui sont exploités dans la région. Donc l'INSA a des contrats de partenariat, des contrats de mariage, on va dire, avec 3 centrales sur 4. Hein. Sinon, c'était un peu loin de Bourget-de-Blois, donc on a privilégié la proximité avec l'école d'ingénieurs de Polytech à Tours, mais l'INSA, qui a cette formation énergie nucléaire, a des partenariats avec Belleville, Dampierre et Saint-Laurent. Donc on est sur une dynamique positive. On a noué des liens aussi avec le plateau de Saclay pour les rapprocher de l'INSTN. Enfin bon, on est sur une approche qui doit multiplier les occasions de parler aux élèves ingénieurs, si on reprend l'exemple de l'INSA, et pour leur montrer à quel point c'est intéressant de s'engager dans cette filière par la diversité des métiers proposés. Pour les lycées et les centres d'apprentissage, la cible, c'est les collèges. C'est pas compliqué. Il faut faire la promotion des métiers dans les collèges. Alors là, c'est une action de long cours et qu'on préfère attaquer avec l'ensemble des autres filières industrielles pour parler d'une seule voix, puisque nous avons à peu près tous les mêmes besoins. Et ça, il y a une action en cours. EDF est à l'initiative d'une action interindustrielle sur le territoire régional auprès du rectorat et avec le conseil régional pour justement agir au moment où l'orientation scolaire se décide, c'est-à-dire au collège. Une question très pratico-pratique qui est posée par l'intermédiaire du chat. Un jeune, justement, puisque vous évoquiez le collège, alors c'est un peu trop tôt, mais au sortir de ses études, un jeune qui voudrait travailler dans une centrale nucléaire, en connaître les métiers, savoir ce vers quoi il peut se diriger, à qui doit-il s'adresser? À la centrale, j'imagine, mais peut-être y a-t-il d'autres endroits d'information? Le meilleur moyen, c'est aujourd'hui, il faut vivre avec son temps. C'est EDF, le site EDF Recrute. .com. Et avec ça, vous êtes sauvé. Vous avez les formulaires d'inscription, vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors après, ça n'empêche. Et après, les contacts seront établis par les équipes RH des CNPE et du centre d'ingénierie. André Copin l'a rappelé tout à l'heure, de l'important centre d'ingénierie qui se trouve à Tours. Hein. Donc, ce sont les plus grands centres de recrutement. On a aussi l'agence de maintenance qui se trouve à Amilly, près de Montargis. Donc, tous ces sites-là, ensuite, vont éplucher les dossiers qui sont déversés par les jeunes, les dossiers de candidature qui sont déversés par les jeunes, sachant qu'on a une priorité d'action hein, qui est pas toujours très naturelle, mais c'est quand même d'essayer de recruter des jeunes issus des dispositifs de formation régionaux. Produire au pays, c'est recruter au pays aussi. Hein. Et donc, c'est une garantie de stabilité. Je pense que c'est quelque chose avec lequel on a peut-être eu quelques difficultés il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est complètement assumé. Et dans la mesure où le territoire met à disposition les formations attendues, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc ça, d'où la multiplication des conventions de partenariat entre les CNPE et les lycées aussi. Donc ce jeune, je ne sais pas quel âge il a, mais s'il est dans un lycée, il peut se renseigner aussi via son lycée. Si son lycée n'est pas partenaire avec telle ou telle centrale, il dépose son dossier sur le site EDF. D'accord. Une question peut-être pour Vincent Bernard. On imagine que dans une région comme le centre Val-de-Loire, qui est extrêmement productrice d'électricité, on l'a vu. Alors je ne sais pas si ça veut dire pour autant que l'électricité est plus facile à obtenir, mais y a-t-il des entreprises qui se sont installées précisément parce qu'elles peuvent être sous-traitantes plus facilement d'une centrale nucléaire? Il y en a 4. Est-ce qu'on a des observations sur les 10 années qui viennent de passer, justement, d'entreprises qui se sont installées sous-traitantes de rang 1, de rang 2 ou 3? Oui, clairement. Alors là, c'est pas propre au Centre Val-de-Loire, mais c'est particulièrement le cas en Centre Val-de-Loire. Il y a une forme de polarisation qui s'est opérée au fil du temps autour des sites de production. Il y a en effet le centre d'ingénierie de Tours qui est dans cet écosystème. Et ça permet au fond d'offrir à ces sous-traitants 3 grandes zones
de Saint-Laurent, Chinon, et puis de l'autre côté Belleville et Dampierre, 3 grandes zones qui rayonnent, y compris jusqu'aux agglos de Orléans, de Tours bien sûr et de Blois. Donc ça c'est un atout. Ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est l'intérêt sur le coût même de la production d'énergie. Là, ce que je veux dire par là, c'est un écho au reste de la filière, enfin du secteur industriel dans la région. Jean-Paul Combé-Morel le disait tout à l'heure, c'est clairement une spécificité du Centre Val de Loire. Selon l'indicateur qu'on regarde, on est la 3e ou la 4e région de France là-dessus. Et je voudrais juste ajouter justement un point là-dessus. On estime qu'un tiers des salariés du secteur industriel de la région, donc un tiers des 160 000 emplois à peu près, a 55 ans ou plus aujourd'hui. Et donc, les échanges qui ont eu lieu jusqu'ici sur l'intérêt de recruter, de fidéliser finalement le marché de l'emploi pour la région, au profit de la région, c'est justement bien au service de l'ensemble des emplois de la région. Il y a bien un enjeu de recrutement à venir. Alors, question subsidiaire qui va peut-être un peu de pair et que je reçois à l'instant. Est-ce que vous avez des données, peut-être dans le cadre de votre étude ou d'une autre étude, je ne sais pas, sur la façon dont la population de la région Centre-Val de Loire perçoit le nucléaire, justement? Non, l'INSEE ne réalise pas ce type d'études. Il y a d'autres instituts de sondage qui ont régulièrement recours à ce type de pratique. Non, nous, on a été, pour reprendre un terme employé tout à l'heure, clairement, on voulait objectiver ce que représente la filière nucléaire, sans chercher à dire c'est bien ou c'est mal. Mais l'enjeu pour nous était de le positionner dans les perspectives à venir sur l'industrie dans la région et tout ce qui est créateur de richesse. Et là, clairement, on est sur une activité très motrice qui génère de l'emploi et de la richesse, bien sûr d'abord pour les salariés, mais aussi pour toutes les populations que ces emplois permettent de faire vivre et tout le tissu local que ça entraîne. Une question peut-être pour David Folliot, qui concerne, on en a parlé dans la première table ronde, non seulement il y a la question du nucléaire et le poids du nucléaire, les formations, le travail qui en découle, il y a aussi les autres énergies, les énergies nouvelles qui conviennent à nos nouveaux usages, comme on a coutume de dire. Je pense à l'hydrogène, bien entendu, l'éolien, le photovoltaïque. Parmi les ingénieurs qui vont sortir de votre école, de l'Institut national, est-ce que certains sont partagés entre ces différentes filières, hésitent ou au contraire n'ont aucune hésitation et disent véritablement je vais plutôt vers l'éolien ou l'hydrogène qui sont des voies plus d'avenir que le nucléaire? Bah, intrinsèquement, ce genre d'aspect, bah, ça dépend des affinités de tout à chacun. Alors, forcément, donc, il y en a qui sont intéressés par les métiers de la filière du nucléaire. Il y en a effectivement qui sont intéressés par les filières de l'énergie renouvelable. Et c'est vrai que, notamment au niveau de l'INSA Centre-Val de Loire, la thématique du développement durable, c'est une thématique qui est prise très à cœur. Donc, d'une part du côté de la direction et de l'administration, et également et également du côté des élèves, donc qui se sont un peu appropriés cet aspect. Et donc du coup, on retrouve un petit peu les mêmes problématiques qu'on peut avoir au sens large du grand public, c'est-à-dire que il y en a les élèves ingénieurs vont de plus en plus s'orienter vers les thématiques des orientations qui les tiennent à cœur. Donc autant dans le domaine du nucléaire que dans l'énergie renouvelable, éolien et solaire. J'imagine qu'il y a des passerelles entre les différents métiers qui sont ceux de ces énergies d'avenir et l'énergie nucléaire. Un ingénieur qui aurait été formé plus particulièrement aux spécificités de l'éolien, est-ce qu'il peut revenir vers le nucléaire? Est-ce qu'il y a des compétences partagées? Alors, encore une fois, au niveau de l'INSA Centre-Val de Loire, on tient à cœur à donner
à donner une formation la plus ouverte, la plus pluridisciplinaire, la plus généraliste possible. Donc du coup, nos élèves ingénieurs ont la capacité nos diplômés, nos ingénieurs diplômés ont la capacité de pouvoir justement de passer d'un type d'énergie à une autre, puisque ils ont le socle de base qui leur permettent de justement de changer selon l'évolution qu'ils veulent leur donner à leur carrière. Monsieur Combet-Morel, je reviens vers vous parce que je sais que c'est un sujet que vous développez, qui vous tient à cœur. C'est cette compatibilité et le travail commun que vous avez avec les autres filières industrielles. Vous le disiez tout à l'heure dans vos propos liminaires. On a souvent des métiers partagés, des compétences partagées avec l'industrie de l'aéronautique, avec l'industrie automobile, avec en région centre, on va parler du ferroviaire, avec des entreprises parfois très pointues. Comment est-ce que vous travaillez avec eux? Est-ce que très ouvertement, vous avez des groupes de travail, des groupes d'échange? Monsieur Combet-Morel. Oui, absolument. Ça rejoint un peu le propos précédent. Enfin, sur la question de l'importance. C'est en fait, c'est lié à la fois à l'importance en volume de l'activité industrielle et des emplois industriels appelés dans la région, autant qu'à sa diversité. Donc finalement, c'est une région qui a six grands secteurs industriels qui ne sont pas très connus, mais je vais faire la promotion de la région. On parle souvent des cosmétiques et de la pharma, bon ça c'est plutôt plus connu, mais c'est l'aéronautique, avec ses difficultés actuelles, mais elle s'en sortira, c'est l'automobile, c'est l'agroalimentaire, c'est l'armement et c'est l'énergie. Et l'énergie, c'est essentiellement nous. Donc voilà, vous avez finalement un panorama qui est très diversifié, mais qui n'avait pas jusqu'alors tellement pris l'habitude de ces secteurs-là de travailler ensemble, quoi. Donc on a pris une initiative rassemblant essentiellement plutôt des grands groupes présents sur le territoire, auxquels se sont progressivement joints des entreprises de taille intermédiaire, comme on dit, et qui ont en commun cette nécessité de défendre le morceau et de préserver, de ménager l'avenir en termes de recrutement et d'attractivité des jeunes et des demandeurs d'emploi. Il ne faut pas oublier ce secteur-là qui est extrêmement important, et des demandeurs d'emploi vers le secteur de l'industrie, vers les secteurs de l'industrie. Donc on a considéré qu'on faisait tous des belles choses chacun dans notre coin, chacun dans notre couloir, comme on dit en athlétisme, et que ça aurait beaucoup plus de force si on essayait de se mettre ensemble. De se placer ensemble, et donc on a engagé une action commune, c'est assez récent, qui est partie plutôt de l'Orléanais, qui s'est étendue à Tours avec des grands partenaires industriels qui n'ont rien à voir avec le nucléaire, ST Microélectronique, SKF, John Deere, Baudin Châteauneuf, enfin bref, des fleurons industriels, Thales, bien entendu, j'allais oublier parce que c'est un élément parmi les plus moteurs à nos côtés. Et donc, où on essaie de remettre en question la manière d'assurer la promotion des métiers de l'industrie, en lien avec l'ensemble des opérateurs qui travaillent sur ces questions, qui relèvent de l'éducation nationale ou du conseil régional, qui, avec des lois qui n'ont cessé de changer ces dernières années, maintenant c'est un peu plus stabilisé, à la fois sur les rôles attribués au secteur en charge de l'apprentissage et sur la responsabilité nouvelle pour les conseils régionaux en matière d'orientation, notamment au collège, justement, dont je parlais tout à l'heure. Donc on a réussi à rassembler tout ce petit monde-là autour d'une seule et même table, et on essaie d'avancer sur des propositions qui ont vocation à être un peu innovantes et à remettre en question les salons d'antan où chacun y va derrière son stand, et au final, c'est pas comme ça qu'on va recruter les jeunes de demain dans nos métiers. Je pense qu'il faut quand même il faut percuter sur la réalité des nouveaux modes de communication et nous remettre en cause. Et donc, il y a moi, j'ai découvert avec grand plaisir que l'ensemble des acteurs industriels d'abord ont trouvé tout à fait légitime la proposition faite par EDF, et on n'a pas eu de mal à fédérer autour d'une initiative qui se rapproche de celle qui est partie de Tours, qui s'appelle Made in Val-de-Loire, et avec laquelle on va essayer de faire sens commun pour avoir une sorte de bannière à la gloire de l'industrie régionale,
qui s'inscrit dans les démarches nationales type France Industrie, bon, qui sont quand même, qui traduisent, et ça je m'en réjouis, un début de réveil national sur l'importance du secteur industriel en France. Bon, donc en région Centre, on s'en occupe de cette manière. C'est pas facile parce qu'il faut apprendre à se connaître, mais enfin, en tout cas, moi, ce que je dénote, c'est une grande bonne volonté de l'ensemble de ces secteurs-là. Et on a tous compris qu'on avait intérêt à y aller ensemble et pas chacun dans son coin. Je vais me faire un tout petit peu caustique, pardonnez-moi. J'aime bien ça. Et au-delà de ce discours et de ces bonnes intentions, et compte tenu de la crise qui est celle que nous vivons en ce moment, où il y a des baisses d'activité pour certains, vous avez cité, l'aéronautique est évidemment en plein cœur de la tourmente, et de ce fait, il y a des gens qui aujourd'hui sont très qualifiés et se retrouvent peut-être pour certains sur le carreau. Est-ce que vous n'avez pas un peu tendance les uns et les autres, pardonnez-moi d'être un peu trivial, à vous tirer un peu la bourre et essayer d'aller chercher les talents là où ils sont en ce moment, quitte à les prendre sur le trottoir quand ils sont arrêtés? Alors, bon, vous n'êtes pas caustique, non, vous visez juste. Mais c'est justement, avant la crise Covid, c'est pas